Il a mené son pays à l'indépendance et il a été tué 3 ans plus tard. Le 13 janvier 1963, à l'aube, à Lomé, devant l'ambassade des États-Unis, le premier président du Togo indépendant s'écroule sous les balles. Sylvanus Epifanio Olympio, élu moins de 3 ans plus tôt, vient d'être assassiné. Celui qui rêvait de mener son pays vers une souveraineté monétaire et économique n'aura dirigé le pays finalement que pendant 20 mois. Que s'est-il réellement passé? Quelles ont été les forces qui se sont liguées contre le président Olympio? Et surtout, qui était-il en tant qu'homme et en tant que dirigeant politique? Cette introduction interroge d'emblée. Pour comprendre le règne de Sylvanus Olympio, il faut remonter aux origines, à son enfance, à sa formation, à son parcours qui font de lui l'un des leaders charismatiques, marquants de ces indépendances africaines des années 60. Et surtout, il faut qu'on s'interroge aussi sur les réformes qu'il a apportées parce que celles-ci ont semé les germes de la colère qu'il suscita. Sylvanus Olympio naît le 6 septembre 1902 dans le protectorat allemand du Togoland. Il appartient à une famille cosmopolite et puissante. Son père, Epifanio Elpido Olympio, est un riche commerçant et planteur originaire du Brésil. Il est métis avec des origines africaines et portugaises. La mère de Sylvanus, elle, est une autochtone de l'ethnie Mapoursi qu'on retrouve au nord du Togo actuel. On le voit que dès le départ, il a une double appartenance, un double ancrage entre métissage portugais et africain et racines profondes togolaises qui font de lui un personnage unique dans un monde en perpétuel mouvement, en perpétuel changement, notamment au début du XXe siècle. Cela fait de lui un Africain qui est ancré profondément dans son Togoland natal, mais aussi avec plus de possibilités d'ouverture sur le monde, parce que justement, il a un père qui avait, on va dire, ce parcours qui faisait de lui quelqu'un qui avait vu du monde, en fait, qui n'était pas ancré qu'en Afrique et qui connaissait un peu la scène internationale. Au début du XXe siècle, Olympio, c'est une famille très influente de Lomé. Son grand-père est un homme d'affaires influent et son oncle aussi est un homme d'affaires influent. Donc Sylvanus grandit dans un environnement international, fortuné. Il est entouré d'Allemands, de Togolais, on va dire de la jet set de l'époque. Sa scolarité primaire, par exemple, il la fera au sein d'une école catholique qui avait été créée par son oncle, fortuné comme je vous l'ai dit. Puis, il intégrera l'école coloniale française de Lomé. C'est donc une formation bilingue que suivra le jeune Olympio, qui plus tard revendiquera parler plusieurs langues. Le français, l'anglais, l'allemand et des langues locales africaines. Sans oublier, bien sûr, le portugais. En 1920, comme vous le savez, à cette époque, quand on est étudiant africain, il est compliqué de poursuivre son parcours sur le continent en raison du manque d'infrastructures locales. Donc, le jeune Sylvanus sera en 1920 en Grande-Bretagne afin d'y poursuivre ses études et il y obtiendra l'équivalent du baccalauréat français, mais côté britannique. Puis il s'inscrira à la London School of Economics, établissement dans lequel il suivra des cours de finance, d'économie et de commerce notamment. Dans ce même établissement, il va porter un intérêt marqué en tout cas pour l'histoire du monde, pour la monnaie et aussi pour la statistique et la géographie. Donc on voit que c'est quelqu'un qui était autant porté sur des matières pratico-pratiques comme la finance notamment pour intégrer des grands groupes, mais aussi sur les sciences sociales pour comprendre le monde dans lequel il allait évoluer. Ce qui n'était pas anodin pour un jeune homme noir qui savait qu'il serait minoritaire notamment dans les hautes sphères des entreprises qu'il allait intégrer plus tard. D'après les archives consultées par l'historienne Sue Donnelly, le président Olympio, quand il était jeune, a montré un intérêt aussi pour des sports comme la boxe. Il était très intégré aussi dans la société britannique parce qu'il a été hébergé dans des familles britanniques. Donc c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, un jeune inséré dans cette sphère internationale qui commençait à se dessiner au début du XXe siècle avec les colonisations européennes en Afrique. Après la London School of Economics, il ira à Dijon pour suivre des études de droit en France, puis à Vienne. Donc on voit que Sylvanus Olympio, il a vraiment consacré une bonne partie de sa vie à se former justement sur des questions économiques, sur des questions financières, mais aussi sur des questions liées vraiment à la sociologie, au juridique aussi, pour comprendre l'environnement dans lequel il allait évoluer et pouvoir justement plus tard plaider la cause de l'indépendance pour son pays, mais aussi pour les autres nations africaines. En 1927, il est recruté par la Lever Brothers Company à Londres. L'année suivante, il retournera en Afrique, cette fois-ci à Lagos, chez Unilever. Puis pour la même compagnie, il ira occuper un poste au Ghana. En 1932, il est muté à Lomé, dans son pays natal, afin d'occuper un poste de cadre dirigeant au sein de la United Africa Company. Fait rare pour l'époque parce que c'était pas courant de voir des Africains occuper des postes de cadre dirigeant en Afrique. Cela amène à se poser de nombreuses questions justement sur ce qu'était le système en place à l'époque. La carrière professionnelle, il a vraiment mis les bouchées doubles pour la sécuriser, mais parallèlement, il s'est impliqué dans la vie civique. Notamment, il a intégré la chambre de commerce de son pays natal, le Togo, et il a aussi été vice-président du Cercle des Amitiés françaises
donc une organisation qui visait justement à assurer de bons rapports entre les Français et les Togolais au Togo à l'époque. En 1930, il se marie, très jeune, à 28 ans, avec Dina Grudnitsky, une germano-togolaise, sœur de Nicolas Grudnitsky. Il faut retenir ce personnage-là parce qu'il est important pour la suite de l'histoire. Quelques années plus tard, éclate la Seconde Guerre mondiale et vous n'êtes pas sans savoir que cette guerre-là amènera de nombreux bouleversements, y compris en Afrique. Le Togoland, qui était une colonie allemande qui est passée sous mandat français suite à la Première Guerre mondiale, sera durant la Seconde Guerre mondiale administré en tout cas pendant un moment par le régime de Vichy, le régime collaborationniste, et les Togolais comme Olympio et d'autres commerçants seront arrêtés par le régime de Vichy parce que justement ils travaillaient pour des entreprises britanniques à l'époque. Il fera 3 semaines de prison dans une localité au Togo. Cette arrestation arbitraire va renforcer justement le sentiment d'Olympio qu'il fallait justement se battre pour réclamer une indépendance, si ce n'est une autonomie vis-à-vis de la France, à cause justement de ce positionnement politique du régime de Vichy que lui ne partageait absolument. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir eu des relations plutôt tendues avec le régime de Vichy, les choses n'ont pas pour autant s'arranger justement avec le régime de la libération pour Sylvanus Olympio. Pourquoi? Parce que justement, je vous ai expliqué qu'il avait fait des études de droit notamment et qu'il s'était vraiment intéressé à ces questions de procédure, à ces questions de relations internationales pour mieux comprendre l'environnement dans lequel il évoluait. Et il y a une chose à savoir qui est très importante, c'est que le Togo, juridiquement, n'était pas une colonie. De l'extérieur, tout pouvait porter à croire qu'elle était une colonie parce que justement, de par l'administration française de l'époque, mais en fait, c'était un territoire sous tutelle de l'ONU. Donc c'est l'ONU qui avait transmis des droits à la France sur ce territoire pour schématiser et simplifier. Et cette subtilité-là, elle était importante parce qu'elle va donner lieu à une pétition historique qui sera déposée en 1947 par Sylvanus Olympio au niveau des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il va demander via cette pétition? Devant le Conseil de tutelle des Nations Unies, il va déposer une pétition pour dénoncer la gestion française et réclamer des élections libres au Togoland. C'est l'une des premières requêtes d'un territoire africain devant l'ONU, et par son plaidoyer, qui passe par notamment des organismes comme le Comité de l'unité togolaise qu'il a participé et contribué à fonder en 1941, il va contribuer à internationaliser la cause togolaise et par ricochet, en fait, les revendications indépendantistes dès la fin des années 40. Ce comité de l'unité togolaise qu'il a contribué à fonder sera vraiment le mouvement qui va lui permettre de se battre pour défendre ses intérêts et les intérêts des Togolais. Parce qu'il va utiliser ce comité notamment pour boycotter des élections dans les années 50 qu'il considérait comme truquées, mais aussi pour porter des revendications territoriales. Parce que notamment le territoire de l'Eweland avait été rattaché au Ghana à l'époque et lui, en tant que politicien togolais, va se battre justement pour que ce territoire soit rattaché à nouveau au Togo. C'est une revendication territoriale alors que le Togo n'était pas encore indépendant. Cela lui vaudra justement dès cette époque de commencer à avoir des bisbilles avec le leader ghanéen Kwame Nkrumah qui lui justement pour le coup n'était pas du tout pour que l'Eweland soit retrocédé au Togo en fait. Parce que lui aussi se battait pour l'intégrité territoriale du Ghana et plus tard aussi pour l'indépendance du Ghana. Donc il voulait pas que son futur État indépendant soit amputé d'un territoire dès le début. Pour schématiser, l'un des points de désaccord entre Olympio et Nkrumah, ce sera notamment comment aller vers l'indépendance. Pour Nkrumah, par exemple, il fallait aller vers l'indépendance en fusionnant le Ghana et le Togo pour des raisons d'unité culturelle, etc. Et pour Sylvanus Olympio, lui, il voulait juste l'indépendance de son Togo, pas d'indépendance avec le Ghana parce que pour lui, il se battait que pour le Togo. Et peut-être plus tard, à une échelle panafricaine, mais beaucoup moindre que celle de Nkrumah, on pouvait se battre pour une unité africaine, mais il fallait déjà commencer par obtenir l'indépendance des territoires un à un. Si vous êtes abonné à la chaîne depuis un certain moment, vous savez que ce type de leader comme Olympio, il n'était pas très apprécié par les puissances coloniales. Il faut savoir qu'à l'époque, la France, qui était réputée pour avoir une administration coloniale directe, était très sévère envers ces leaders qui sortaient un peu des canaux traditionnels parce que justement, il n'était pas forcément dans la discussion, dans les tractations avec la métropole coloniale. Ils étaient vraiment dans des actions coup de poing, dans des revendications, on va dire, agressives qui n'étaient pas très appréciées par le gouvernement à l'époque. Et donc, dès les années 50, la métropole va mettre énormément de moyens pour nuire à l'ascension de Sylvanus Olympio. Il sera arrêté à de nombreuses reprises et justement, la France va même à un moment suspendre ses droits civiques. Donc, ce qui l'empêchait d'être éligible et d'être électeur. Mais, vu que dès 47, il avait commencé à porter la question du Togo auprès des institutions internationales, notamment auprès du Conseil de tutelle de l'ONU, il va réussir justement, grâce à cette question qui est devenue internationale,
à obtenir que l'ONU, par des moyens de pression, contraigne la France notamment à l'organisation d'élections libres et transparentes au Togo, dès 1958. Et ça n'a pas manqué, parce que des élections libres et transparentes et des Togolais qui étaient majoritairement derrière Olympio à l'époque, je ne dis pas que tous les Togolais étaient derrière Olympio et l'adulé, mais majoritairement aux élections d'avril 58, c'est le parti d'Olympio qui va arriver en tête. On sait que oui, il y aura des bisbis avec Grosnitsky plus tard, etc. On pourra en parler plus tard. Mais en 58, c'est Olympio masterclass, il remporte tous les sièges et il s'impose vraiment comme le leader du futur Togo indépendant. Les élections de 58, ça permet aussi à Olympio d'être le leader du Togo autonome, parce que 58, c'est la loi cadre, vous connaissez, on en parle tout le temps à chaque fois qu'on traite des indépendances des pays africains, mais sinon je vous mets ça là en bas pour que vous puissiez lire c'est quoi la loi cadre. Mais vous savez, souvent les leaders africains des futurs États indépendants, ils abusent un petit peu quand même, parce qu'Olympio, dès 58, il va cumuler les postes de Premier ministre et d'autres ministères, notamment la justice, les affaires étrangères. Il va pas partager le gâteau. Et ça va contribuer à agacer les opposants dans les années à venir. Mais retenez qu'en dès 58, en tout cas, il cumule plusieurs postes, dont le poste de Premier ministre. Dans le cadre aussi des négociations avec la France, parce que entre 58 et 60, de nombreux pays africains qui étaient sous influence de la France vont commencer à négocier l'indépendance. Donc, vous savez qu'en 58, il y a eu les fameux votes dans le cadre de la loi cadre, je répète un petit peu, relativement à la loi cadre, afin justement de savoir si ces États, ces colonies voulaient intégrer la communauté française proposée par le général de Gaulle. Et Sylvanus Olympio, comme Sékou Touré, va dire non. Ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu, parce que justement, de nombreux États vont voter le oui. Mais Olympio, lui, sera contre la communauté française. Mais la subtilité par rapport à Sékou Touré de la Guinée, c'est que lui va réussir à négocier le non. Donc ce sera un non, nous ne voulons pas intégrer en tant que Togo la communauté française. Par contre, l'indépendance, nous ne la voulons pas tout de suite, parce qu'il était conscient justement qu'il n'était pas prêt, que le futur État indépendant n'était pas prêt justement dans les bases de 1958. Donc il réussit à négocier l'indépendance en 1960. Donc le 27 avril 1960, le Togo proclame son indépendance. Sentinelle! Salué par les Nations Unies, bien sûr. Et l'année suivante, en 61, Sylvanus Olympio, en bon démocrate, organise des élections. Néanmoins, comme de nombreux leaders des indépendances à cette époque, il va céder à la tentation du monopartisme, donc le parti unique. En tout cas, il va imposer que le seul parti autorisé à présenter des candidats soit le sien, le CUT. Et donc, naturellement, aux législatives, raz-de-marée des députés du CUT qui sont tous élus sur toute l'étendue du territoire, et lui, bien sûr, remporte les élections présidentielles haut la main. C'est assez ironique de voir que souvent, justement, des leaders comme Olympio et d'autres en Afrique, qui sont battus pour avoir des élections libres et transparentes sous la colonisation, imposent des élections avec un parti unique. On pourra en rediscuter justement dans une vidéo à dessin, notamment en parlant notamment du RDA, du Rassemblement démocratique africain, qui a été un parti phare dans les années 60, 70, 80 en Afrique, et qui était souvent le parti de certains présidents qui ont imposé le monopartisme en Afrique. L'indépendance, c'est bien, mais tout n'est pas rose dans le Togo indépendant, parce que justement, rapidement, le président élu Olympio est accusé de museler l'opposition, parce que dès 62, il impose officiellement, cette fois-ci, le parti unique, et il s'appuie justement sur les élites commerçantes du Sud, influées notamment et potentiellement par aussi son extraction sociale. Il est métis, d'un père métis lui-même brésilien et d'une mère togolaise. Il a grandi dans un milieu bourgeois, et donc il s'appuie sur le milieu dont il est issu, qui est majoritairement installé dans le sud du Togo, et c'est une élite entrepreneuriale qui possède des industries, commerces, et qui justement délaisse une partie de la population, notamment le Nord. Il y a vraiment, dès ces années-là, une opposition Nord-Sud qui commence à se dessiner et qui va durablement influer le Togo. À la tête du pays, le nouveau président Olympio entend bien moderniser. On le sait, il a fait des études d'économie, il est très familier du secteur financier et bancaire, et donc il va entreprendre des réformes assez audacieuses et courageuses pour l'époque. C'est une chose qui est sûre, c'est que le président Sylvanus Olympio ne souffrait pas du complexe d'infériorité. Rapidement, il envisage de diversifier l'économie togolaise, qui était essentiellement dépendante des exportations de café et de cacao,
et aussi de ses relations commerciales avec l'ancienne métropole coloniale, la France. Donc il va encourager la culture de produits vivriers au Togo. Il va promouvoir aussi les petites industries afin de moderniser le pays, mais aussi une politique d'austérité afin justement d'assainir les finances du jeune État indépendant qui avait justement une dette toute nouvelle contractée vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Malheureusement, quelle que soit votre ambition, quand vous mettez en place une politique austère, cela entraîne justement des contestations, notamment de la part des fonctionnaires, des personnes vulnérables comme les étudiants par exemple, qui ne sont pas justement des personnes qui bénéficient directement de cette politique d'austérité. L'un des projets les plus audacieux d'Olympio, c'est de se détacher de la monnaie qui est le franc CFA et de créer sa propre monnaie. Mais il va y aller pas à pas. Déjà, il va créer une banque centrale du Togo qui sera justement pilotée avec la France au début, mais en soum-soum, on va dire. En bac, il va vouloir justement une politique toute nouvelle pour la future monnaie du Togo. Notamment, il voudrait une monnaie potentiellement arrimée au Deutschmark allemand. Et il se fera notamment accompagner dans cette démarche-là par un conseiller monétaire allemand du nom de Erwin von Mann. Sachant que justement, il était impossible de vaincre frontalement la France, ce qui est intelligent, il va s'entourer aussi et nouer des partenariats avec d'autres puissances, notamment avec les États-Unis, parce que il parlait très bien anglais et comme il n'était pas complexé, il a fait des études à Londres, en France, en Autriche, bref. Il va obtenir aussi un soutien accru des États-Unis qui vont notamment financer la politique agricole et nouer des partenariats justement avec le nouvel État indépendant pour développer de nombreux secteurs. À la fin de l'année 62, il est connu notamment des services secrets français que l'idée de sortir du franc CFA est vraiment avancée du côté de l'administration Olympio et que l'annonce devrait se faire prochainement. Sauf que la France est fermement opposée à cette sortie du franc CFA de la part du Togo. Le monsieur Afrique de l'époque, du côté français, Jacques Foccart, lui, il a senti le plot twist. Il a senti que Olympio envisageait de sortir du franc CFA et pour lui c'était niette parce que justement il était conscient que une sortie même pas réussie du Togo du franc CFA pourrait justement donner des idées à d'autres, notamment aux nouvelles colonies, aux anciennes colonies indépendantes qui sont devenues indépendantes du moins comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, etc. qui pourraient se dire bah nous aussi comme le Togo on voudrait avoir notre propre monnaie. Mais surtout ce que Foccart ne pouvait pas tolérer, c'était le fait de vouloir arrimer cette nouvelle monnaie togolaise au Deutschmark. Parce que certes, la Seconde Guerre mondiale était finie, mais les tensions étaient toujours palpables avec l'Allemagne, justement, parce que l'Allemagne avait fait la guerre à la France, elle avait occupé une partie du territoire, et pas qu'une fois. Donc, d'aller en tant qu'ancienne colonie, du moins en tant qu'ancien territoire, sous administration française, arrimer sa nouvelle monnaie l'Allemagne, pour Jacques Foccart, c'était limite une déclaration de guerre. Et il trouvait Olympio d'autant plus dangereux que c'était un fin diplomate parce que justement, à aucun moment, il a allé frontalement contre la France dans sa quête d'autonomie financière et monétaire. Et oui, s'il entreprend des réformes audacieuses pour son pays, bah en fait, faut pas oublier la réalité géopolitique et la scène internationale. Olympio avait déjà, avant même les indépendances des bisbilles, avec un voisin très puissant qui était le Ghana, qui avait obtenu son indépendance en 57 et qui était de fait un État plus puissant que le Togo à l'époque. Et ces bisbilles sont vraiment allés très loin parce que justement, à un moment, on s'est retrouvé avec des mouvements de population, notamment d'opposants, qui allaient d'un pays vers l'autre, notamment les opposants de Nkrumah qui se retrouvaient du côté togolais et des opposants à Sylvanus Olympio qui s'exilaient justement au Ghana parce que justement l'un et l'autre garantissaient une liberté à l'opposition du pays étranger sur leur territoire justement pour se déstabiliser les uns et les autres. Et donc, dans un contexte assez explosif, il y aura des noms d'oiseaux qui vont être envoyés, notamment Kwame Nkrumah qui va traiter Olympio de Black Imperialist. Parce que justement, Olympio a refusé, si vous vous souvenez, de céder Leweland au Ghana et il a refusé justement les propositions de fusion du Togo et du Ghana et de Nkrumah qui est un fervent panafricaniste. Mais sur la scène internationale aussi, il va réussir à nouer de sérieux partenariats, notamment des partenariats de défense avec l'ancienne métropole coloniale qui est la France, mais aussi avec les États-Unis, avec le Nigeria voisin, puissant voisin. C'est un géant, hein, le Nigeria en Afrique, on ne se rend pas forcément compte. Et cette diversification des partenariats, autant elle sert le Togo, mais autant elle va hériter aussi Paris, parce que justement, Paris
ne comprenait pas pourquoi il avait ce besoin de nouer des partenariats avec de puissances étrangères comme les États-Unis, etc. Parce que sur la scène internationale, certes, ils étaient alliés, mais chacun a ses intérêts. Et justement, les intérêts de la France ne sont pas forcément ceux des États-Unis. Mais Olympio, il va commettre une action qui, rétrospectivement, peut être qualifiée d'erreur. C'est qu'il va sous-estimer le retour des tirailleurs togolais dans leur pays. C'est-à-dire tous les Togolais qui étaient dans l'armée française et qui auront combattu en Algérie, en Indochine, et qui à un moment voudront rentrer intégrer l'armée togolaise, et que Olympio va s'y opposer, pas pour une raison idéologique, mais vraiment pour un pragmatisme économique. C'est que pour lui, il fallait limiter l'armée à 250 soldats, pas plus, pour un jeune État indépendant, et que justement via des coopérations techniques et militaires, ils allaient pouvoir justement monter crescendo au niveau des effectifs, mais au moment de l'indépendance, pas plus de 250 soldats. Sauf que les personnes qui étaient dans l'armée française et qui devaient intégrer la nouvelle armée du Togo, qui ne pouvaient pas l'intégrer pour cette raison qui était la limitation des effectifs, vont pas être contentes, et la grogne va vraiment monter, et au sein de ces personnes, de ce groupe de personnes en tout cas qui ne pouvaient pas intégrer l'armée togolaise, il y aura de sacrés opposants, dont Emmanuel Bojolé et Étienne Eyadema, futur Gnassingbé Eyadema, président du Togo. Vous rajoutez à ça le cocktail Molotov préféré des manipulations politiques en Afrique, qui est la manipulation du contexte ethnique, des ethnies. Oui, tu es du Nord, moi je suis du Sud, de l'Ouest, de l'Est, etc. Et vous avez vraiment une situation qui se tend de plus en plus entre 60 et 63, et qui va mener justement à potentiellement la chute de Sylvanus Olympio. Dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, un commando d'une demi-douzaine d'hommes, mené par Emmanuel Bojolé, attaquera la résidence présidentielle de Lomé. Le président et son épouse sont réveillés, ils tentent de mettre leurs enfants à l'abri, et le président Olympio, lui, tentera de fuir en passant par une fenêtre afin de se diriger vers l'ambassade des États-Unis voisines. D'après le récit du journaliste Christophe Boisbouvier pour The Africa Report, l'attaque débute vers 23h et se termine à 7h15. Entre-temps, des coups de téléphone et des consultations ont lieu. Selon certains témoins, le président français de Gaulle et son conseiller Jacques Foccart sont informés de la situation. Vers 7h15, Sylvanus Olympio sera abattu devant la porte de l'ambassade américaine par Étienne Eyadema, qui revendiquera plus tard avoir tiré lui-même. Quelques minutes plus tard, Bojolé annonce la prise du pouvoir. Le coup d'État est le premier du genre en Afrique francophone et indépendante. Le contexte de l'assassinat du président Olympio demeure toujours flou. Certains affirment, dans le déroulé des événements, que le président Olympio aurait contacté l'ambassadeur des États-Unis une fois dans l'ambassade caché dans une voiture, et que ce dernier aurait contacté son allié français à Lomé. Et ce serait l'ambassadeur français basé à Lomé qui aurait prévenu les putschistes justement de la localisation du président dans l'ambassade américaine pour que ceux-ci puissent l'extraire et justement l'exécuter. Mais ce n'est que pure spéculation. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve palpable de cette affirmation, mais certains justement se raccrochent à cette théorie-là, et par honnêteté intellectuelle, j'étais obligé de vous en parler, même si je ne souscris pas forcément à ce type de théories qui ne sont pas forcément fondées. D'autant plus que le président Eyadema, qui aura affirmé avoir exécuté dans ses premières années le président Olympio, plus tard se désistera et justement dira que c'était pas lui, que il aurait dit ça dans le feu de l'action. Donc c'est très compliqué justement de mettre bout à bout ce qui s'est vraiment passé, mais voilà. Il fallait que je vous en parle aussi de cette hypothèse-là. Après l'assassinat d'Olympio, un comité d'insurrection dirigé par Bojolé prend le pouvoir pour 2 jours. Ensuite, un gouvernement civil de transition instauré avec à sa tête Nicolas Grudnitsky, qui n'est nul autre que le beau-frère de Sylvanus Olympio. Comme quoi vous pouvez être de la même famille et ne pas avoir les mêmes idéaux politiques. Et là, c'était plutôt flagrant quand même. Quelques mois plus tard, une nouvelle constitution est adoptée et Grudnitsky est élu président de la République togolaise. Pour les analyses de l'époque, avec cette élection, le pays revient rapidement dans l'orbite de l'influence française. Grudnitsky confirme que le Togo restera dans la zone CFA et renforce la coopération avec Paris sur tous les plans. Enfin, stratège qu'il est, il intégrera justement les militaires togolais rentrés suite à leur service au sein de l'armée française, afin justement de calmer le mécontentement et de commencer son mandature de Volbaz. Malheureusement, qui prend le pouvoir par l'épée meurt par l'épée. Grudnitsky, il arrive suite à un coup d'État parce que faut pas être dupe, il était sûrement au courant de tout ce qui allait se passer
parce qu'en contact avec les futurs putschistes. Mais lui-même sera renversé en 67 par Eyadema qui prendra le pouvoir pour plusieurs décennies parce que après lui ce sera son fils, mais ça c'est une autre histoire dont on pourra parler plus tard. L'assassinat d'Olympio aura marqué durablement l'histoire politique africaine. Il fut l'un des premiers chefs d'État à proposer une voie de souveraineté économique et monétaire, mais son parcours illustre aussi la fragilité des jeunes États indépendants face aux ingérences intérieures et extérieures. En privilégiant l'austérité et l'ordre, il a négligé les attentes sociales et la réinsertion des anciens militaires, ouvrant la voie à un ressentiment qu'aura facilité le coup d'État et son assassinat. Son assassinat, qui sera le premier coup d'État militaire du genre en Afrique francophone indépendante, va inaugurer une longue série de coups d'État sur le continent. Pour ceux que ça intéresse, j'en parle dans d'autres vidéos, notamment dans celle sur Maurice Yamuego, où notamment ce coup d'État de Sylvanus Olympio en 63 va créer limite une paranoïa dans l'entourage proche du chef de l'État de la Haute-Volta indépendante, mais aussi dans d'autres capitales, comme à Abidjan, en Guinée, etc., parce que les présidents civils vont commencer à se méfier de l'armée, mais sans grand succès, parce que dans de nombreux pays, les coups d'État vont quand même arriver de par l'armée, à part certains où, voilà, comme en Côte d'Ivoire par exemple, où le président Félix Houphouët-Boigny a réussi à jugler les tensions internes jusqu'à son décès. Voilà, aujourd'hui on s'est encore plongé dans le tourbillon de l'histoire, et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous. On commence à arriver bientôt à 1000 abonnés sur la chaîne, je vous en remercie, je remercie pour le soutien parce que c'est une jeune chaîne qu'on a lancée récemment, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Horizon Africain. Salut!